Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cœur du métier Au-delà des clichés, je reçois Maxime Bontemps. Bonjour Maxime. Bonjour Audrey. Comment ça va Maxime? Écoute, ça va très bien, puisque j'ai le plaisir d'avoir cet échange avec toi. Alors, moi c'est une première. Tu me fais faire un exercice que je ne connais pas, c'est celui d'interviewer un auteur. Donc merci pour cette proposition et merci d'avoir choisi Monstrueusement Humain aussi. Est-ce que tu veux bien te présenter comme ça, succinctement? Qu'est-ce que tu auras envie de dire sur toi aujourd'hui, la version de Maxime? Euh, bah, Merci de m'accueillir dans Monstrueusement Humain, et je vais faire une présentation qui est peut-être monstrueusement humaine, du coup, Ouais, pour, allons-y. pour être en rapport avec le podcast. Donc moi, Maxime Bontemps, je suis marié, père de 3 enfants, et une activité qui est d'être auteur, effectivement, comme tu l'as dit, du coup. Et puis d'être aussi responsable RH et manager. Et ma petite particularité, c'est que je fourmille d'idées et de projets, et donc je suis toujours en train de mettre en place des projets. Est-ce que Jamais trop tard, c'est ton premier roman? Oui, c'est mon premier roman et mon premier livre, tout à fait. Ok, Ouais, ouais. donc d'autant plus un honneur. Alors, avant de rentrer en interview, j'avais envie de te demander, est-ce que j'ai le droit de lire un tout petit morceau du livre, juste qui est vraiment au début parce que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, je ne sais pas, on ne s'est pas demandé en off, enfin je ne t'ai pas demandé en off, je me suis dit, j'aurais très envie de lire cette en petite introduction. Et ben avec grand plaisir. Donc, c'est le passage de la page 21, c'est moi qui parle. Et moi, je ne sais pas qui c'est, puisque je t'ai avoué que je n'avais pas eu le temps de parcourir tout le livre et que c'est très bien ainsi, parce que je ne vais pas faire d'impair pour en dévoilant l'intrigue. Donc, page 21. Moi parle. J'ai décidé qu'à défaut d'être un homme bien, j'allais faire le bien. J'aurais pu dire je vais essayer de faire le bien. J'ai toujours considéré qu'essayer, c'est se laisser la possibilité d'échouer. Si j'essaie de maigrir, je sais que je vais peut-être échouer. Si j'essaie de parler correctement, je laisse une porte à jurons ouverte. Et si j'essaye de changer, je peux me dire que c'est pas si facile et renoncer. Mais le bien, c'est une affaire sérieuse. Faire le bien, ce n'est pas quelque chose que l'on fait à moitié. Pour le faire, il faut le faire pleinement, pas seulement essayer. J'ai décidé qu'à défaut d'être un homme bien, j'allais faire le bien. Et je vais m'y mettre à fond, bordel. Quoi? Bah, j'ai pas dit que j'allais parler correctement, par contre. J'ai adoré ce passage. Et je me suis dit, pourvu qu'il m'autorise, parce que je trouve que sur Monstrueusement Humain, c'est plutôt chouette. Donc, merci de m'avoir Ouais, autorisé. merci à toi de partager ce passage que tu as apprécié. Du coup, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, Maxime, je te reçois parce que tu as donc écrit ce premier roman sociétal qui s'appelle Jamais trop tard. C'est quoi le déclencheur à l'écriture de ce roman? Qu'est-ce qui fait que tout à coup tu te dis je vais écrire? Euh, En fait, l'année dernière, en début 2025, euh, je regardais un peu comment était traité le sujet de l'emploi des seniors en France, et j'étais pas tellement en accord avec la manière dont il était traité, beaucoup par des chiffres, beaucoup autour de l'allongement
de l'âge légal de départ à la retraite et du coup l'obligation de travailler plus longtemps et donc pour les entreprises un enjeu à recruter des seniors, etc. Et je me disais, bah, c'est peut-être de cette manière qu'il faut le faire, mais moi je trouve que ça manque d'émotion, ça manque d'humanité, Mmh. et que c'est à travers les émotions et l'humanité qu'on peut permettre à des personnes qui se posent pas de questions de planter une petite graine pour leur faire changer de regard sur les personnes qui les entourent, et en particulier sur des collègues ou des candidats de plus de 50 ans. Et donc le déclencheur, ça a été ça, ça a été de me dire, j'écris depuis longtemps et j'ai depuis longtemps dans un coin de ma tête l'idée d'un jour écrire un livre. J'ai ce sujet que je trouve mal traité, bah, plutôt que de râler dans mon coin, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Tu sais, c'est un peu l'idée du colibri, Ouais. du coup, la petite goutte que tu vas amener. Et donc moi, ma petite goutte de colibri, c'était de dire, bah allez, je vais écrire un livre et je vais écrire un roman, parce qu'un roman, ça peut parler à tout le monde, du coup, et on peut toucher avec les histoires, du coup, un peu tout le monde. Mmh. Et alors, est-ce que tu as envie de donner clairement cette thématique, enfin la nommer avec tes mots, la thématique de ce roman? Euh, La thématique de fond, moi, je dis, j'ai écrit un roman sociétal. Oui. Pourquoi un roman sociétal? Parce que je fais une différence entre un roman qui est une belle histoire qu'on referme, et puis un roman qui est une belle histoire, mais qui traite d'un thème qui est important pour la société. Mmh. Et moi, c'était vraiment ça mon objectif. Et d'ailleurs, tu vois, dans les premiers retours lecteurs et lectrices, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ton roman, c'est pas un simple cozy book qu'on lit, qu'on pose et qu'on oublie. C'est vraiment un livre qui se lit très facilement, mais qui fait quand même un peu réfléchir sur nos actions quotidiennes. Donc ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir, Ouais. du coup, d'avoir un retour comme ça. Et donc un roman sociétal dont le thème de fond, c'est dans notre société, il y a une forte discrimination. Elle est difficile à percevoir quand on n'y est pas confronté. Et donc, mon enjeu, c'était de dire comment est-ce qu'on peut donner à voir à des personnes qui ne sont pas, qui ne vivent pas cette situation, ce que ça peut faire, émotionnellement Ouais. parlant, d'être confronté à cette Ouais, situation. merci. J'aime beaucoup. En fait, je fais le lien avec l'idée de la conférence. Tu sais, la conférence qui, quand tu quittes la salle, ça continue à tourner, tu te remets en question, tu commences à pivoter, à voir autrement, se dire ah peut-être que je n'avais pas imaginé ou vu ça comme ça. Et en fait, dans ce que tu décris, il y a vraiment cette idée-là, en fait, d'aller toucher la partie émotive, émotionnelle de l'être, en tout cas pour toucher le lecteur et pour faire que presque il y ait débat, remise en question derrière. C'est en fait tu ouvres plutôt que tu ne clos le sujet. C'est tout à fait ça. Et tu vois, on m'a posé la question de dire, mais Maxime, tu fais des conférences, est-ce que ton objectif, c'est que les gens viennent en ayant lu le livre ou qu'ils le lisent après? Et en fait, pour moi, c'est deux supports, la Ouais, conférence et le roman, ouais. qui visent le même objectif et qui sont complémentaires, mais l'un peut aller sans l'autre. Et tu as tout à fait raison. Moi, je dis, c'est planter une petite graine pour amener le sujet à des personnes qui peut-être se posaient pas la question, mais auront été touchées Mmh. par un personnage ou un autre. Ouais, ça me fait penser vraiment au mot réveiller ou éveiller et peut-être replacer aussi la responsabilité. Peut-être, tu vois, je trouve qu'à l'heure actuelle, en effet, quand a priori on n'est pas concerné, on rentre pas dans les paramétrages. Bof, c'est voilà, on verra plus tard. Et là, en fait, de redonner peut-être la part de responsabilité à chacun. Comment on peut peut-être travailler en intelligence collective pour euh, pour ouvrir des pistes, en fait. Eh ben, t'as tout à fait raison. Ça, c'est un de mes propos, mais vraiment principaux, que je veux transmettre autour du livre, c'est de dire,
En fait, c'est pas une responsabilité de l'État, c'est pas une responsabilité de l'entreprise, c'est une responsabilité Ouais, individuelle et il faut que chacun fasse sa part et tu ne peux pas faire ta part sur un sujet dont tu n'as pas conscience. clairement. Et donc, tu peux inconsciemment jouer contre l'intérêt de la société parce que tu n'as pas conscience de cette difficulté de rechercher ou reprendre un emploi à plus de 50 ans. Et donc, le roman, il vise, très juste terme, ce que tu utilises, oui, éveiller la conscience de la problématique et se dire, tiens, quelle est la part que je peux faire, moi, à ma petite échelle. Hmm. Ouais, merci. Alors, ce roman, je me suis posé la question, et ça c'est tout à l'heure, je me suis dit, ok, ce roman, il y a différents personnages, différentes personnalités, et je me suis posé la question, est-ce qu'on parle en littérature? Tu sais, au cinéma, on parle de films chorales Mhm. pour, Ouais. tu vois, parler de parcours comme ça qui sont en Mhm. parallèle dans une histoire et qui, à un moment, peut-être, alors moi je ne sais même pas, mais si à un moment, peut-être, les vies se croisent, se percutent, s'entrechoquent, et je ne sais pas, c'est une question que je te pose, est-ce qu'on parle en littérature de ce terme choral? Alors, tu vas me poser une colle parce que moi, je, je lis beaucoup, mais ma technique d'apprentissage, elle est très peu sur la théorie Ok, des choses. Elle est beaucoup sur oui, l'itération et aller chercher la bonne info au bon moment. Mais tu viens de planter une petite graine qui est j'aurai la de réponse. dire, tiens, je vais aller chercher le sujet, creuser le sujet et je saurai après. Mais c'est effectivement ça. C'est mon idée, c'était de dire, il y a plusieurs personnages et en ayant plusieurs personnages, ben, je multiplie les chances que le lecteur ou la lectrice puisse soit s'identifier à l'un ou Ouais. l'autre, soit identifier une personne de son entourage dans les traits d'un personnage. Ouais, j'aime tant ça. L'idée de pouvoir, en effet, le meilleur moyen de pouvoir rentrer en résonance émotionnelle que de pouvoir s'identifier. Et donc là, 4 personnages. Sonia, alors j'espère que je vais pas faire d'erreur, Sonia, Ludivine, Michael et moi, qui est pour le moment pour moi, voilà, l'inconnu, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dans cette histoire ou ça se cantonne entre guillemets à ces quatre-là? Alors tu vas avoir un autre personnage principal qui va arriver à un moment donné, Ok, un peu plus tard. Euh, mais j'ai fait exprès aussi de faire une première partie, enfin, où je multiplie pas non plus les personnages tout de suite. Tu vois, tu en es à 4 ouais, et je voulais faire revenir un bout d'histoire de chaque personnage avant d'en introduire encore d'autres pour avoir justement ce côté attachant du personnage où tiens, on a vu un fragment de son histoire, ouais, on revoit un autre fragment, donc on avance et donc j'espère, et ça c'est les lecteurs et lectrices qui me le diront, on a envie d'avoir la suite, du ouais. coup, au-delà de ces premiers fragments. Du coup. C'était un choix alors je ne sais pas s'il y a une parité dans dans le nombre, mais j'ai compris que c'était un homme, forcément. Michael et Sonia et Ludivine, donc c'était vraiment un choix pour toi qui est une représentation de genre équilibré entre guillemets, même s'il y a un autre personnage qui va arriver après. Mais... Oui, oui, en tout cas, je voulais pas faire un roman où il y a que des hommes ou que des femmes, Hmm. parce que ça allait empêcher mon objectif d'identification émotionnelle à des personnages et puis d'identification de personnes de son entourage. Et on n'a pas que des hommes ou que des femmes qui ont plus de 50 ans autour de nous. Du coup, on a un peu des deux, Ouais. en théorie. Et alors là, j'ai une question qui me vient avant celle que j'ai pu imaginer, mais je m'en doutais que ça allait me faire ça. C'est quand on est, alors là, je m'adresse à toi, tu es un homme. Quand on est un homme, parce que ça, c'est vraiment des questions qui me titillent souvent quand je lis des romans qui, en tant que femme, je me dis waouh, ça m'est arrivé des fois de me dire ouais, c'est un homme qui a écrit ça, et avec
une telle, alors je vais très caricaturer, mais de se dire waouh, j'ai presque l'impression qu'il a navigué dans le monde des femmes ou qu'il a été femme à un moment, c'est pas possible. Et donc toi, quand tu écris pour Sonia, quand tu écris pour Ludivine, c'est simple de plonger dans un univers féminin. Je sais pas répondre à la question est-ce que c'est simple. Par contre, je sais répondre à la question comment je fais, Ok, en fait. Donc si ça te ça va, me je, va. je vais te répondre sur comment je fais. Euh, euh, En fait, moi j'ai vraiment eu une technique d'écriture qui était de me plonger dans la tête du personnage. Et donc de me plonger dans la tête du personnage, forcément de me dire, bah ok, si j'écris en tant que Sonia, comment elle vit, comment elle ressent les choses, Sonia. C'est quoi ses doutes, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses envies, ses espoirs, etc. Et après, tous mes personnages sont des personnages fictifs, mais qui se nourrissent forcément de plein de Bien sûr. rencontres, plein d'échanges, plein de personnes. Moi, j'ai la chance d'avoir à la fois une casquette RH, à la fois une casquette managériale, et donc je multiplie les échanges avec plein de personnes Oui, au quotidien, et donc ça me permet aussi d'avoir une exposition au partage d'émotions d'autres personnes qui, je pense, m'a aidé à me plonger dans le personnage. mm, Et c'est très rigolo ce que tu dis sur le fait de dire parfois je lis un auteur et je me dis comment il a réussi à se mettre dans la peau d'une femme alors que c'est un homme. Parce que une des rares personnes qui ont relu le livre avant que je l'envoie aux maisons d'édition m'a dit, mais je me suis vraiment demandé si tu n'avais pas été femme un ouais. jour pour écrire comme ça. Et donc, tu Mais vois, c'est rigolo que tu me dises la même chose c'est très chouette. aujourd'hui. Enfin, pour le coup, je trouve qu'il y a une vraie cohérence. Il y a une telle compréhension avec l'idée pour toi de venir toucher toute personne à travers cette thématique. Donc, ça parle d'intelligence émotionnelle. Et pour moi, le fait de pouvoir se glisser, même si en effet tu as navigué dans des univers, et puis j'ai envie de dire de toute façon on a une maman, on peut avoir des sœurs, on peut avoir des copines, on a peut-être une femme, enfin voilà, il y en a partout des femmes. Mais je trouve que ça c'est un fil conducteur entre l'objectif, l'intention que tu as et qui tu es. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle est importante pour toi dans la vie, mais en même temps, parce que toi aussi, tu as cette sensibilité et cette intelligence émotionnelle pour pouvoir te glisser. Je pense pas que tout le monde, alors déjà tout le monde n'écrit pas un livre, c'est sûr, mais je ne pense pas que tout le monde puisse se glisser dans le monde, au moins du sexe opposé. Après, il y a différents mondes, mais Ben, alors, tout le monde n'écrit pas un livre, même s'il y a beaucoup de personnes qui écrivent un livre de plus en plus. chaque année, chaque année en France. Mais euh, c'est intéressant ce que tu dis sur est-ce que tout le monde peut se glisser dans la peau de l'autre sexe, parce que euh, sur l'intelligence émotionnelle, moi je vois beaucoup de personnes qui disent bah, j'en ai ou j'en ai pas, et point, c'est un état de fait. Or, moi je pense qu'il y a vraiment une capacité de chacun et Oui, chacune, si on en a envie, à développer son intelligence ouais, émotionnelle. Et qu'en la développant, eh ben, peut-être qu'on n'arrivera pas à se glisser dans la peau, mais au moins on comprendra mieux. ouais. Et je pense que si on se comprend mieux dans la vie en général, on est plus heureux et on a moins de conflits. Du coup. Oui, mais je te rejoins. C'est clair que ça s'affûte comme tout, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, on a compris le choix de ces multiples personnages pour pouvoir s'identifier ou identifier des personnes de notre monde. Et donc, moi, j'avais très envie qu'on se penche sur, bah ouais, en fait, humainement, quand on a 50 ans ou plus et qu'on n'a plus de travail, bah, qu'est-ce qui se passe en fait intérieurement? Quels sont les ressentis? Et je me suis posé la question d'abord des masques, de qu'est-ce qui se joue
et on va faire un lien puisque je suis en train de lancer une série, comme tu le sais, sur la honte. Et forcément, c'est juste un boulevard. Mais voilà, je me suis posé la question, et peut-être que toi, en plus, dans ton quotidien, c'est quelque chose que tu peux entreapercevoir. Quand on a 50 ans et plus, dans ces moments-là, euh, quel masque on peut prendre face à l'extérieur. Et en plus, il y a différents extérieurs, enfin, il y a différents univers. Donc, question. Ouais, c'est intéressant ce sujet du masque parce que tu verras en avançant que un des personnages en parle du Ah ben, masque. Donc vraiment, décidément, tu tombes juste vrai à j'ai chaque fois. Voilà. j'ai Donc pas ça, lu, hein, vraiment. voilà, sans avoir été au bout, tu tombes juste quand même. C'est pas une volonté, Voilà, comme quoi top. voilà. Ouais, mais c'est top, c'est top. Effectivement, ce masque, c'est une notion à laquelle on réfléchit assez peu quand on n'en a pas besoin, du coup. En tout cas, c'est mon Hmm. avis. C'est-à-dire que tout le monde porte un masque parce que tu as des comportements que tu peux avoir, par exemple, en famille que tu n'auras pas dans ton entreprise. Hmm. Et c'est pas dire que tu es une personne différente entre Hmm. qui tu es dans ta famille et dans l'entreprise, mais c'est une question d'effectivement d'adapter un petit peu ton comportement et de porter un masque adapté à la situation. Euh, Or, ce masque qui correspond aux attentes pour moi qu'ont les personnes avec qui tu es dans la situation donnée. Quand tu es privé d'emploi, euh, en fait, tu vas porter un masque qui est celui de l'optimiste, même si tu es défaitiste, même si tu penses que tu vas pas y arriver, parce que ce qu'on attend de toi, c'est de dire, bah oui, ça va pas, mais ça va aller, quoi, Ouais, du coup. Tu vois, ouais. Positive d'être attitude. positif, etc. Ouais. Voilà, parce que si tu te dis, bah, c'est un peu dur en ce moment, en fait, tu vas recevoir ce qu'on appelle des conseils non sollicités, c'est de dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Moi, à ta place, j'aurais fait ci ou j'aurais fait Hmm. ça, qui vont encore plus détruire la personne, parce que globalement, quelqu'un qui n'est pas en recherche d'emploi, les conseils qu'il va donner, sauf s'il est expert, c'est que des choses qui ont déjà été explorées par la personne, Ouais, ok. du coup. Ok. Et c'est pas ça. Donc, peut-être je glisse un petit conseil, si vous avez quelqu'un autour de pour Hmm. tes auditeurs et auditrices, Ouais. si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est en recherche d'emploi, commencez pas par lui dire tu devrais faire ci, commencez par lui demander comment tu te sens et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire Ouais. qui pourrait t'aider, de quoi tu as Ouais, c'est besoin. ça. Parce que comme ça, on sera sur vraiment le besoin de la personne et peut-être que la personne elle a juste besoin d'être écoutée, pas d'être conseillée. Bah, si c'est possible pour vous, faites-le. Ouais. Dans ce cas-là, Ouais, merci. d'être juste dans l'écoute et pas dans le conseil non sollicité. Il faut que je retrouve le fil de ta question sur le masque pour revenir, pour revenir où j'en étais. Mais du coup, voilà, on part des masques effectivement qui sont liés derrière, et tu faisais le loin avec, tu faisais le lien, pardon, avec le sujet de la honte, qui sont liés quelque part à euh, la honte de sa situation, Hmm. d'être en recherche d'emploi, de voir peut-être ses proches partir travailler le matin ou d'emmener ses enfants à l'école et puis de rentrer chez soi derrière. Hmm. Enfin, toutes ces situations où globalement on se sent euh, pas dans la norme, du coup, et ces situations où on se sent pas dans la norme, bah, on a souvent envie de les cacher, Ouais. du coup, parce qu'elles nous font un peu honte, parce qu'on n'a pas trop envie qu'on nous pose des questions, parce que il y a une forte incertitude aussi Ouais. sur le fait d'espérer quelque chose dont on ne maîtrise pas toutes les composantes. Hmm. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend pas compte quand on n'est pas en recherche d'emploi, c'est que quand on cherche un emploi, on peut faire tout ce qu'on veut, malgré tout, à la fin, c'est pas nous qui décidons si on est embauché ou Ouais. pas. Du coup. Hmm. Ouais, c'est une sorte de honte sociale. En fait, ça me fait penser à l'échec. Dans les différentes hontes, il y a vraiment ça, en fait. Et en tout cas, penser que c'est un échec, penser que, Mm. surtout dans ces âges-là, en fait, comme arriver dans une deuxième partie de vie et se dire, mince, j'en suis là, quoi. Tu vois, quelque chose de comme une évolution coupée. Enfin, je sais pas, tu vois, une courbe là qui s'arrête en fait. Oui, et puis dans ces âges-là, au-delà de 50 ans, en tout cas aujourd'hui en 2026, on a des personnes qui ont pu avoir des parents qui ont eu des carrières très linéaires. Oui,
Très normé. Voilà. Et qui, même si ils voient bien que le monde du travail a changé et que les carrières très linéaires où tu passes 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être même dans la même Ouais. boîte, ce n'est plus du tout la norme. Mmh. Ils ont quand même vécu en partie ce modèle-là. Et leur modèle de Ouais. référence de leurs proches, de leurs parents qui ont eu le même âge, c'était qu'ils étaient a priori en emploi sur une carrière, tu vois, un peu Mmh. plus tracée. En tout cas, euh, tu vois, le cadre des références bouge un peu. Et puis, il y a le côté, quel exemple je donne à mes enfants aussi, Ouais. du coup, qui peut amener ce côté honte à cacher, à porter un masque. Mmh. Et un masque qui n'est pas qu'un masque en société, qui peut être, et ça c'est dramatique, un masque en famille, Oui, du coup. oui, C'est d'être obligé de porter un masque dans l'ensemble des endroits où tu te trouves. ouais, T'as pas d'espace de répit, en c'est fait. ça. C'est, pour le coup, ça devient chronique, c'est perpétuel. En fait, tu es comme emmuré. C'est vraiment Mm. un, ouais, ouais, un emmurement. Euh, alors, tu as parlé des masques et tu dis, voilà, les masques que l'on met par rapport à ce que les gens attendent de nous. Et je fais le lien avec, moi, ce que j'appelle les projections, parce que oui, il y a les masques que l'on met pour ce que les gens attendent de nous, mais il me semble, en tout cas, c'est une croyance pour moi, qu'il y a aussi ce que l'on met de ce que l'on pense que les autres attendent de nous. Et est-ce que, enfin, comment ça se passe? Est-ce que par rapport à ça, tu as de la matière dans ta réalité, toi, dans ton poste, de voir que parfois des personnes oui, se racontent, c'est pas se racontent des histoires, mais un espèce de fantasme négatif, et du coup, bah voilà, j'adopte ce masque-là, même en famille, en couple, voilà. Est-ce que tu l'identifies? Ouais, ouais, je l'identifie bien et je pense que pour les personnes en recherche d'emploi, ce côté je projette une croyance, il est particulièrement marqué sur la peur de déranger. Ok. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de personnes qui vont dire, bah non, je peux pas entrer en relation avec telle ou telle personne parce que je vais le déranger, ou alors je lui écris, il m'a pas répondu, donc c'est parce que ça l'intéresse pas ou il a pas de temps pour échanger avec moi. En fait, vous écrivez à quelqu'un qui est dans une entreprise qui vous intéresse pour connaître un peu plus de l'entreprise et la personne ne vous répond pas, bah, il y a plein de raisons. Elle n'a pas vu le message, elle l'a vu et puis elle a passé à autre chose, elle l'a oublié. Elle n'a pas pris le temps à ce moment-là, c'était pas le bon moment. Enfin, je peux te faire une liste, Oui, tu non vois, énorme, exhaustive, voilà. ouais. Mais voilà, la projection de la personne, ça va être ah bah non, c'est foutu pour moi. Ouais, Enfin, tu vois, et je m'arrête là. Et en fait, cette croyance, elle est dramatique parce qu'elle fait dire, un, j'ai peur de déranger, deux, le fait que j'ai peut-être pas de réponse à des sollicitations qui comptent pour moi, bah, ça me coupe dans cette sollicitation et ça renforce le fait que je suis pas intéressant pour la personne qui, moi, m'intéresse. ouais, Et donc, dépasser cette peur de déranger, du coup, c'est extrêmement important parce que ça permet de passer dans un système de relance et d'égal à égal, en mmh, fait. Bah, une personne n'a pas le temps, ok, je la relance, mais au final, on est deux êtres humains, certes, un avec emploi, un sans emploi, mais la politesse veut qu'on puisse au moins se répondre. Et si à la fin on me dit non, c'est pas ouais, grave, mais au moins j'ai une réponse. Et donc, il y a vraiment, tu as raison, des croyances et des projections qui s'ancrent assez vite et assez fortement parce qu'on a aussi une tendance à beaucoup plus repérer ce qui est négatif que ce qui est positif. Du oui, coup. le cerveau humain est ainsi fait. Ouais. Je trouve qu'en fait, là, quand je t'entends, c'est en effet d'essayer de trouver des espaces de dignité, en fait. C'est-à-dire comment je reste digne, comment j'alimente cette dignité. Et quand tu parles de non-retour, là, ou de non-réponse, ça me fait penser aussi, euh, bah oui, là, il y a le côté je vaux rien ou j'ai pas d'importance, mais même à l'invisibilité. Tu sais, à ce truc où tout à coup, on est comme en filigrane, on disparaît d'une société, en tout cas avec des codes normés. Ça te parle, ça?
Oui, oui, bah c'est tout à fait ça. C'est ce que je disais sur le fait d'être en dehors de ce qu'on pense être la norme, c'est-à-dire l'emploi, Ouais. et du coup de se retrouver un peu, enfin, c'est même pas de se retrouver, c'est parfois de s'auto-exclure Oui. de certains échanges, de certaines conversations, de certains événements, parce que on pense que c'est pas pour nous, et donc il y a un côté effectivement peut-être invisibilisation par la société, et puis il y a un côté où moi-même, en tant qu'individu, je manque enfin, je perds de la confiance en moi, en mes capacités, en ma place dans la société, et donc je ne fais plus ce petit pas Mmh. qui me remet dans la lumière, quoi. Ouais. Donc, Et ça, tu vois, je fais le lien comme donc je suis à fond sur la honte. Tu vois, j'ai pu retenir là il y a pas très longtemps qu'en effet, pour la honte, il y a ce qu'on appelle la boussole de la honte qui a été décrite, je crois, par un homme qui s'appelle Nathanson et qui parle en effet dans la boussole, une des stratégies pour ne pas se confronter à la honte, c'est l'évitement, c'est le retrait. Et dans ce que tu décris, c'est exactement ça. C'est pour le coup, à la limite, je suis bien mieux ratatinée et dans ma petite bulle plutôt que de risquer quelque chose qui me terrorise en fait de ce qu'on pourrait me renvoyer. Et je me vis tellement entre guillemets pouilleux à ce moment-là que je me retire. Donc ça correspond complètement. ouais, si je peux te partager deux exemples, Ouais. moi, que je vois, tu vois, qui sont criants là-dessus. Euh, Premier exemple, c'est les événements un peu ouverts dans les villes ou villages. Tu vois, il y a, j'en sais rien, la fête de l'école, Mhm. il y a une fête de la musique, fête de ce que tu veux. Où globalement, on a des personnes qui sont en recherche d'emploi qui vont éviter ce type d'événement où ils allaient Ouais. avant. Pourquoi? Parce qu'on va leur poser la question, ah bah tiens, qu'est-ce que tu deviens? Et en fait, avec qu'est-ce que tu deviens? La réponse attendue, même si c'est une des réponses possibles, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement comme travail, tu vois. Mm. Et pour éviter cette question, ils vont éviter l'événement, alors même que la participation à l'événement pourrait leur permettre de renforcer ce que j'appelle moi des liens faibles, c'est-à-dire des liens avec des personnes qui croisent pas tout le temps, mais qui peut-être pourraient avoir une piste, Oui. une oreille attentive, Un quelque chose, réseau. etc. Ouais. Un réseau, Mm. voilà. Mm. Et donc, c'est pas évident de s'exposer, mais ça peut être utile. Et deuxième chose, c'est que moi j'ai vu dans certains dispositifs d'accompagnement de personnes qui étaient en recherche d'emploi, euh, personnes de plus de 50 ans ou pas d'ailleurs, enfin tu vois, tout âge Mm. confondu, mais depuis 12, 18, 24, 36 mois parfois, tu vois, sans emploi, des personnes qui en fait ne sortaient plus du tout de chez Ouais. elles. C'est-à-dire livraison de courses, je postule que derrière mon ordinateur, et le fléau pour moi de la recherche d'emploi, je passe ma journée sur Netflix. Et Netflix, c'est vraiment, j'ai rien contre Non, Netflix non, en mais soi, hein, oui, mais oui. c'est quand même vraiment un fléau pour la recherche d'emploi où tu as une tonne de contenu avec des gens qui sont en poste, des gens qui ont l'air super, etc., etc. Et toi, tu es face à ton ordinateur à dire personne répond à mes mails. Du coup, Ouais. enfin, tu vois. Ouais. Et, Et- et donc cette invisibilisation, Mm. effectivement, elle est compliquée. Et moi, j'ai vu des gens en fin de programme d'accompagnement dire merci, vous m'avez permis de ressortir de chez moi. Tu vois, Ouais, c'est c'est énorme. fort. Tu te dis, Ouais. bah oui, la recherche d'emploi, effectivement, elle va passer par sortir de chez soi, et donc on a déjà fait un pas. Du coup, alors Ouais. ça se voit pas dans les stats du chômage, le pas de sortir de chez soi, mais il est quand même important pour retrouver un emploi. Mm. Ouais, et alors là, je vais rentrer dans une autre, enfin glisser vers une autre thématique, mais justement, ça fait le lien. C'est, je me disais qu'il y a aussi la notion de ne plus être un objet de désir. Je, je, je trouve que c'est comme si tout à coup, ces personnes qui ont cumulé des expériences, qui ont cumulé une vision de la vie, n'étaient plus séduisantes, attractives. Euh, oui, je trouve que je sais pas enfin je sais pas comment t'amener la question, mais je trouve que le fait de ne plus être désirable m'est lié à l'âge, c'est-à-dire que comme si tout le contenu de la personne, comme, enfin, je sais pas si c'est un robot ménager multifonction, et pour le coup, on voyait plus toutes ces multifonctions parce que la couleur,
est passé. Voilà. J'essaye de faire un truc imagé. Et ça, ouais, je trouve que là, il y a une vraie violence sociale parce que c'est une réalité. Toi, c'est ce que tu constates. Ah oui, complètement. Moi, je constate un grand paradoxe en France sur le côté désirabilité d'un candidat. C'est que les personnes qui sont en poste ont paradoxalement beaucoup plus de chances d'être retenues sur un processus de recrutement que des personnes qui sont en recherche d'emploi, alors que celles qui ont le plus besoin d'un emploi, c'est celles qui sont en recherche et pas celles qui sont en poste. Euh, Pourquoi ce phénomène-là? Je sais pas. C'est le côté psychologique qui rassure le recruteur, c'est le Mm, côté peut-être état d'esprit du candidat. J'en sais rien. En tout cas, c'est un grand paradoxe et c'est un grand drame mm. aussi, du coup, cet élément-là. Et puis spécifiquement pour des personnes qui ont plus de 50 ans, effectivement, ce qui est dramatique et ce qui est extrêmement violent, c'est que euh, tu te retrouves à rechercher un emploi avec une expérience qui est quand même conséquente, plein de compétences, et on te juge pour partie, parce que c'est pas, faut pas faire de généralité, Oui, mais oui. pour partie sur ton âge, Mm. le coup. Or, l'âge n'est pas une compétence, et donc c'est un peu comme si on disait, ben, oui, t'as passé la date limite de consommation, et du coup, on ne te prend plus, du coup, sur aucun de tes candidatures. Ton exemple du robot, il est intéressant. Effectivement, on voit plus les multifonctions parce que la couleur est passée, alors qu'il peut être, enfin qu'il a toujours les mêmes fonctions. Ouais. Et je me suis dit comme ça, tu sais, on parle pour l'étranger, par exemple dans les sphères scientifiques, des fuites de cerveau. Tu vois, par exemple en France, on a entendu parler de ça à un moment. Aujourd'hui, je suis pas au fait de ça, mais et je me suis dit que ça m'évoquait un peu comme une fuite de patrimoine, en fait, cette thématique-là. C'est-à-dire que des personnes qui ont pour le coup un regard sur la vie, des pensées peut-être différentes, une sagesse, un savoir-faire, un savoir-être, et qu'en fait on laisse fuiter ça, on laisse s'échapper, et en fait on a une perte de patrimoine énorme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est mesuré? Enfin, je ne sais pas si c'est mesurable, si ça a été mesuré, si c'est quantifié. Hein, tu vois, je serais curieuse. Alors, à la fois, c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que on laisse des compétences de côté de personnes qui détiennent des savoirs et des savoir-faire uniques, du coup, dans certains secteurs d'activité. Et effectivement, il y a des entreprises qui l'ont bien identifié et qui identifient quelles sont leurs compétences critiques et comment il faut qu'elles fassent pour les garder et les transmettre. Euh, et d'autre côté, il y a des personnes qui détiennent plein de compétences très spécifiques, effectivement, et qui n'arrivent pas à retrouver facilement un emploi. Et en même temps, ce sujet de la transmission des savoirs, euh, moi, je mets toujours un point de vigilance dessus, parce que les entreprises peuvent avoir tendance à traiter le sujet de la transmission des savoirs que sous l'angle transmission unidirectionnelle. C'est-à-dire, des personnes qui sont seniors, qui ont plus de 50 ans, qui doivent transmettre à des plus Ah jeunes. oui, Or, oui, oui. moi, je crois que dans une entreprise, la compétence, elle n'est pas détenue que par les plus anciens, elle peut être détenue par tout le monde. Et que on crée des chocs de génération ou des conflits intergénérationnels à vouloir absolument calquer un modèle de transmission unidirectionnelle. Alors, bah, en fait, tu m'as cramé ma question d'après. Ah bah, pardon Audrey. Parce que, en effet, je voulais, pour le coup, parler de la transmission avec, en effet, je te rejoins sur ce qu'on monte comme mur au lieu de faire circuler, en effet, des visions portées par des jeunes qui ont déjà compris certaines choses ou apportent un angle différent et qui fait du bien. Et des personnes qui ont, voilà, qui ont, j'ai envie de dire, baroudé et qui ont aussi à apporter. Donc, je suis. Oui, vas-y.
Non, j'allais dire, je peux quand même rebondir sur ta question, vu que je te l'ai cramé, si tu veux. Vas-y. Oui. Effectivement, moi, je crois que une des problématiques, c'est que on veut traiter ce sujet de transmission par l'âge, alors que le sujet de la transmission, c'est un sujet de compétence, et tu as tout à fait raison de dire que la compétence n'a pas d'âge, mais ça vaut aussi bien pour les plus vieux comme ça vaut pour les plus jeunes. Et du coup, moi, j'encourage beaucoup les entreprises à se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour transmettre des compétences et faire en sorte qu'une compétence qui est détenue par quelqu'un dans notre entreprise puisse être transmise, et donc on augmente le niveau global de compétences. Et pour faire ça, il faut effectivement avoir et des compétences dans son équipe et des compétences de tous âges, et donc des équipes diverses, parce que plus les équipes sont diverses et variées, au plus on va avoir un stock de compétences important à transmettre. Ok. Et alors concrètement, comme c'est vraiment ton domaine, est-ce que aujourd'hui, quand on a plus de 50 ans et que on a peut-être besoin de mettre en lumière ou d'optimiser ce patrimoine, parce que c'est vrai que moi, j'avoue que oui, la transmission, pour moi, elle est vraiment multidirectionnelle, comme tu dis. Mais la notion de patrimoine, je trouve que, par contre, ça a rapport avec l'âge. Parce que c'est une accumulation d'années. Et tu vois, je trouve que ça n'a rien à voir avec, au départ, la transmission. Mais c'est ce qu'on porte. Enfin, voilà, quand on a 50 ans ou plus, on a plus on a eu plus d'opportunités de cumuler des expériences a priori que quelqu'un qui est plus jeune, juste par le nombre d'années. Je veux dire, pour juste le côté mathématique. Ce qui ne veut pas dire que des jeunes vont pas avoir des expériences de malades parce qu'ils vont avoir généré beaucoup plus de possibilités ou d'occasions pour le faire. Il y a un mot qui est très important dans ce que tu as dit, c'est opportunité. Ouais. En fait, tout au long de sa vie, on a plein d'opportunités d'apprendre et d'obtenir des compétences, enfin de développer ses compétences. Et donc, oui, on peut soit être exposé de façon passive à des opportunités d'apprendre, soit on peut aller les créer et les chercher, et on peut aussi les saisir ou ne pas les saisir, Oui. du coup, ces opportunités de développer ses compétences. Confort ou inconfort. Et c'est là, voilà, et c'est ça. Et c'est là où parfois la notion d'âge ne veut rien dire, même si je comprends l'aspect mathématique. C'est qu'une personne qui s'est dit pendant 30 ans, en fait, je suis ma carrière, on me demande de faire des choses, je les fais, j'ai les compétences pour les faire et j'avance comme ça. Et qui se retrouve à cause d'un accident de parcours, un accident de vie, à devoir rechercher un emploi. Ouais. Si cette personne-là n'a pas saisi les opportunités de développement de compétences, peut-être parfois un peu en dehors de ce qu'elle fait au quotidien, ce qu'on lui demande de faire au quotidien, eh ben, elle peut se retrouver avec de multiples opportunités de développement de compétences qu'elle n'a pas toujours saisies. Elle peut se retrouver avec un patrimoine de compétences qui est important, mais qui est peut-être un peu décalé par rapport à ce qui est attendu aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, parce que du coup, il y a plein de formations qui permettent d'augmenter son niveau de compétence, mais en tout cas, ça crée, si je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, une violence du décalage entre ce que j'ai vécu en tant qu'individu dans ma carrière professionnelle et ce que le marché de l'emploi me renvoie à l'instant T. Du coup. Et donc, pour quelqu'un qui a plus de 50 ans et qui est en poste ou qui est en recherche d'emploi, peu importe, faire un petit audit de ses compétences, du coup, pour se dire, tiens, en fait, qu'est-ce que je détiens vraiment comme compétences, comme tu dis, c'est quoi mon patrimoine, du coup, de compétences, et est-ce que dans ma vie quotidienne, je suis plutôt à conserver ce patrimoine sans le faire grossir, ou à capitaliser et continuer à saisir des opportunités de le développer, et ben c'est un très très bon réflexe, un très très bon conseil du coup à donner, de dire comment j'entretiens mon patrimoine de compétences pour éviter, si jamais par malheur j'ai un accident de parcours, un accident de vie, d'avoir un décalage trop important entre ce que je pensais détenir et que je pensais suffisant pour reprendre un emploi et ce que la société va attendre. Et parfois, c'est pas une question de détenir la compétence, c'est aussi une question de comment je la présente, cette compétence. Carrément. Et comment je prouve, du coup, que
je détiens cette compétence. Oui. C'est intéressant quand tu dis ça parce que ça me fait penser un peu à, tu sais, quand on fait quelque chose facilement, il y a ce truc de banaliser, c'est-à-dire de plus voir que c'est une compétence par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc, je trouve Mm. ça intéressant quand tu dis ça parce qu'en effet, de pouvoir l'identifier et la nommer, c'est ou d'apprendre en tout cas, apprendre à identifier et apprendre à nommer, ça me semble ouais super précieux. Et je fais le lien justement avec ça. Et tu parlais d'audit. Aujourd'hui, quand on a plus de 50 ans et par exemple qu'on a besoin de euh, d'évaluer sa valeur, son patrimoine, qu'est-ce qui existe concrètement, voilà, à l'heure actuelle en France pour Alors, il existe plein de dispositifs, mais qui vont être très distincts entre si tu es en poste ou si tu es d'accord. en recherche d'emploi. Euh, un des dispositifs les plus connus, ça va être bien sûr le bilan de compétences, du coup, Mmh. qui va te permettre d'être accompagné justement pour faire cet audit de tes compétences que tu peux mobiliser via ton compte personnel Ouais. formation. Tu sais, un compte sur lequel tu crédites un droit à la formation. Alors même si on est en 2026 et depuis début mars 2026, il y a du coup une restriction sur l'utilisation de son compte personnel formation sur le bilan de compétences, qui fait que c'est un peu plus compliqué d'avoir un bilan de compétences enfin, dans le format qu'il existait auparavant. Il y a encore des possibilités du coup d'avoir ce bilan de compétences et d'être accompagné dessus. Quand on est en recherche d'emploi, il y a à la fois des dispositifs qui sont déployés de façon nationale, par exemple par France Travail, comme Atout Senior, du coup, qui est un dispositif pour faire le point, être accompagné et pouvoir avancer dans sa recherche. Et puis, plus méconnu, il y a plein de petits dispositifs qui peuvent exister, déployés par des associations ou des structures locales, et là qui dépendent un peu de son lieu d'habitation. Et donc, ça vaut le coup aussi d'aller chercher sur mon territoire de vie, qu'est-ce qui existe de façon un peu spécifique, parce que ça crée aussi un lien avec des personnes ancrées localement. Mmh. Et on le sait, le réseau, malgré tout, ça fait beaucoup Ouais. dans la recherche et le retour à l'emploi. Ok. Merci. Parce que ça, je trouve que ouais, c'est peut-être assez précieux comme information. Euh, J'avais envie, et je regarde l'heure, oui, on va penser à se quitter. Euh, À à regret. regret, bien sûr. J'avais envie d'aborder la représentation de l'âge. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je me souviens la première fois qu'on s'est parlé, tu as parlé de senior et ça m'a fait sourire, puisque moi j'ai 30 ans, bien sûr. Et, et du coup, je me suis dit, c'est intéressant aussi de voir aujourd'hui que des personnes qui ont 50 ans et plus sont pas du tout les personnes de 50 ans d'il y a 40 ans. Et que ça, c'est quand même. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises se rendent compte de ça, qu'il y a quand même une évolution énorme? Eh ben, si les entreprises s'en rendaient toutes compte de façon massive et en majorité, je me serais pas dit il y a un peu plus d'un Oui, an, tiens, le sujet de l'emploi des seniors est maltraité, en fait. Parce que, en réalité, bien sûr, enfin, tu interroges une entreprise publiquement, elle va te dire, mais bien oui, sûr, chez nous, la compétence n'a pas d'âge, etc., etc. oui. Ok, bravo. Maintenant, regardons concrètement. Du coup, et moi, je dis toujours, bah, prenons un RH ou un manager et allons lui demander quelles sont les 3 actions concrètes qui prouvent que, effectivement, tu y crois. Et je dis toujours 3 parce que une, c'est l'exemple que tu cites tout le temps. 2, c'est peut-être ton exemple de secours. Mais 3, ça commence à gratter un peu sur qu'est-ce que tu fais réellement. Alors, si je le dis trop, tout le monde va Oui, finir par se préparer avec 3 exemples, tu vois. t'en demanderas Mais quatre. du coup, voilà, c'est ça. Mais effectivement, tu as raison de dire que quand même quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui et qui a commencé du coup à travailler dans les années 90, Mm, peut-être, a vécu des révolutions dans le monde du travail successives mm, qui sont extrêmement ouais. importantes.
entre le développement d'internet, l'IA aujourd'hui, et qui du coup ont une adaptabilité qui, a priori, parce qu'après encore une fois la compétence n'a pas d'âge, a priori est assez importante en ayant vécu toutes ces évolutions dans dans le mode de travail et dans les modes de faire. Alors, est-ce que quand même, il y a des métriques ou il y a des chiffres qui montrent peut-être qu'il y a une prise de conscience ou c'est encore malheureusement assez négatif? Ouais. Mais je vais pas si on finit sur cette question, ce sera pas une note d'espoir, donc on va mettre une autre après, Audrey, si tu veux bien, mais du coup, les, les chiffres aujourd'hui, ils montrent plutôt que les demandeurs d'emploi seniors, donc de plus de 50 ans, ont plus de mal à retrouver un emploi. A fortiori, parce qu'en plus on dit plus de 50 ans, mais quand on commence à s'intéresser aux plus de 57, là ça devient Ok, vraiment difficile, ok. du coup. Euh, et, euh, et les chiffres montrent pas tellement aujourd'hui une prise de conscience ou une évolution. Et c'est pour ça que c'est un vrai sujet de société, parce que par ailleurs, démographiquement, euh, la France, enfin, on a moins d'enfants par Hmm. habitant aujourd'hui qu'on en avait auparavant. Et donc, si les entreprises se privent des compétences détenues par les plus de 50 ans dans les prochaines années, en fait, elles se priveront de compétences tout court parce qu'on n'aura pas un vivier suffisant pour permettre d'occuper tous les postes dont les entreprises auront besoin. Et ça, je pense qu'il y a des entreprises qui commencent à bien l'avoir en tête, et notamment les plus grosses, Ouais, du coup. ouais, Mais entre l'entreprise qui l'a en tête et les managers opérationnels qui vont accueillir quelqu'un ou prendre la décision sur un process de recrutement d'accueillir une personne de plus de 50 ans, bah, y a une petite différence petit gap quand même qui peut être à combler. ouais. Et donc, quand je dis j'ai écrit un roman sociétal, c'est parce que c'est vraiment un enjeu de société Hmm. pour moi, l'emploi des seniors. Ok, merci. Alors, est-ce que par rapport à tout ce qu'on a ratissé là, il y a quelque chose que tu voudrais ajouter qui est précieux pour toi et voilà, que je n'ai pas abordé, que tu tiens absolument à poser, à dire? Euh, peut-être une chose, c'est que on a commencé sur la manière dont j'ai écrit ce roman. Et le fait que je suis allé chercher comment est-ce qu'on pouvait toucher quelqu'un par les émotions, Ouais. et que les personnages du coup du roman étaient là pour ça, pour comprendre le sujet avec une écriture que j'ai voulu la plus simple possible, Mm. du coup, et avec quelques touches d'humour. Donc j'ai vraiment essayé d'aller dans la simplicité pour permettre d'aborder un sujet de fond sans prise de tête, Oui, si tu me passes oui, oui, je le- comprends. l'expression. Euh, et ensuite, dans notre échange, on a aussi parlé un peu technique, tu vois, sur l'emploi des seniors, etc. Et donc, pour moi, c'est important de dire, garder à l'esprit que vraiment, mon livre, il est là pour comprendre le sujet sans technique et sans prise de Ouais. tête, à travers des émotions, parce que je crois que c'est vraiment ça la clé. C'est pour que les gens arrêtent d'être spectateurs du sujet et deviennent acteurs à leur échelle. Il faut les toucher par des Ouais. émotions, et c'est vraiment ça que j'ai voulu transmettre à travers mon livre, et puis à travers notre échange que j'ai fortement apprécié, Audrey. Merci. Et ouais, je suis sensible à ce que tu expliques parce que je suis dans mon univers complètement raccord avec. Je pense que plus on expose de facettes d'humanité et plus on a de chances que quelqu'un se reconnaisse et se décomplexe et s'allège et reprennent de la dignité. Donc, merci, merci pour les 50 ans et plus, parce que toi, t'as pas 50 ans et plus, donc merci d'avoir ce souci-là. Et ça, je trouve ça chouette en fait, parce que quelque part, c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un de plus jeune qui, en écrivant, indique que voilà, je souhaite vous toucher, mais parce que moi-même, quelque part, voilà, tu pourrais décider que pour le moment, c'est pas un sujet. Et Mm. pour toi, ça l'est. Donc,
Merci pour cette congruence. C'est tellement important, c'est une valeur importante pour moi. Donc merci beaucoup, merci de m'avoir fait confiance. Et puis, je vais quand même redire, puis je vais même le montrer. Quand même, tu sais que je suis une fan d'Augustin Trapenard, donc voilà, donc le livre de Maxime Bontemps, Jamais trop tard, le roman sociétal sur, eh bien, comment on va dire ça, l'activité professionnelle des 50 ans et plus dans notre société. Merci Maxime pour cet échange. À Merci à toi, une prochaine fois dans une autre sphère. Au revoir à tous. plaisir. Au revoir.